Nous allons accueillir maintenant Docteur Pauline Espy sur scène, puisque vous allez également, bonjour, prendre part à ce temps. Bienvenue. Alors, je vous laisse, je vais récupérer juste cette feuille qui appartient au précédent. Je vous laisse donc cette petite manette. Je vais vous présenter. Alors, Docteur Pauline Espy, vous êtes pédopsychiatre à Lyon, à l'unité d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger, l'UAPED, et sur la consultation de psychotraumatisme complexe, où vous accompagnez là de jeunes mineurs non accompagnés, ainsi que des adolescents, adolescentes en situation d'exploitation sexuelle. Vous êtes par ailleurs médecin responsable d'une unité de crise pour adolescents à l'hôpital du Vinatier, et vous allez nous présenter quelques-uns des enjeux liés à l'environnement, à l'accompagnement des jeunes MNA, et vous allez aussi discuter notamment de la place de la psychotraumatologie dans cet accompagnement, alors même que les insécurités primaires sont multiples. Merci. Oui, je vous remercie pour la présentation. Et puis, je suis ravie d'être arrivée jusqu'à vous. On a eu quelques péripéties de trajet ce matin, mais un grand merci à toute l'équipe organisatrice à la fois de nous avoir donné la possibilité d'échanger aujourd'hui et puis aussi d'avoir été si réactifs ce matin. C'est l'avantage des unités qui sont habituées à l'urgence médico-psychologique. Il y a toute l'équipe qui s'est mobilisée de manière très réactive et on a pu arriver à l'heure avec Julie Rowling, qui on était coincés au CFP à Rennes. Du coup, en effet, moi, je suis pédopsychiatre à Lyon, à la fois dans une activité de psychopathologie générale auprès des adolescents en crise à l'hôpital psychiatrique, et puis dans le cadre d'une activité plus orientée sur la victimologie et le psychotrauma complexe à l'hôpital pédiatrique. J'ai travaillé auparavant au Centre régional de psychotraumatisme de Lyon. Et c'est c'était à ce moment-là où on avait commencé à s'interroger avec l'équipe du CRP sur l'opportunité ou pas de proposer des accompagnements psychotraumatologiques pour les jeunes mineurs non accompagnés, avec une demande croissante quand même de soins de la part de la protection d'enfance et puis de l'ensemble des acteurs du territoire sur le registre du psychotrauma, puisque évidemment ce sont des jeunes qui, dans les problématiques qui traversent notamment des problématiques psychotraumatologiques. Et il y avait eu une réflexion à savoir, est-ce que c'est la place du CRP ou pas ? Comment on pense un peu cet enjeu du psychotrauma chez les adolescents en situation d'exil au sein des autres problématiques qu'ils peuvent traverser. Donc, au niveau du centre de psychotrauma, en tout cas à l'époque, on avait fait le choix de ne pas forcément accompagner directement en consultation l'ensemble des jeunes MNA. Mais par contre, on avait mis en place un groupe de travail autour avec les autres acteurs locaux qui travaillaient avec les jeunes en exil pour, en tout cas, faire circuler quelque chose d'une communauté de préoccupation pour les jeunes MNA. Et puis, du coup, moi, à l'hôpital pédiatrique où je travaille, mais plus adossé à la place pédiatrique et plus adossé à la pédiatrie générale, on va dire, on a monté une petite consultation de trauma complexe où, en effet, on accompagne les jeunes MNA sans avoir un abord qui est uniquement focalisé sur le psychotrauma, mais en ayant une approche un petit peu plus large. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, sans du tout prétention d'avoir un discours de vérité autour des enjeux cliniques ou institutionnels autour des MNA, mais avec plutôt l'idée de discuter quelques-uns des enjeux qui peuvent se présenter, et en essayant aussi de penser un peu la manière dont l'objet trauma complexe vient de nous amener à discuter depuis la clinique jusqu'aux enjeux sociopolitiques et comment, si on médicalise très fort des difficultés, est-ce qu'on ne désociopolitise pas ? Voilà, un peu tout cet enjeu qui en tout cas de mon point de vue, se pose beaucoup est un objet en tout cas un peu paradigmatique pour discuter ces questions-là à partir des MNA. Alors déjà, moi ce que je trouve très passionnant autour de la clinique des MNA, c'est que ce sont des jeunes qui viennent nous interroger aussi sur nos propres frontières, c'est-à-dire c'est des jeunes qui intrinsèquement viennent mettre en tension nos dispositifs. Donc à ce titre-là, ils sont intéressants aussi pour discuter nos articulations institutionnelles à nous au sein de la pédopsychiatrie, mais pas que. Avec cette question des frontières qui est très centrale dans l'accompagnement des jeunes, à la fois bien sûr de manière littérale, puisque ce sont des adolescents qui très souvent ont des parcours migratoires.
et ils viennent donc nous interroger à nos propres frontières de nos dispositifs, donc avec la grande question, en tout cas nous en intra, de est-ce que ce sont des jeunes qui relèvent de la pédopsychiatrie ou est-ce que ce sont des jeunes qui relèvent de la psychiatrie d'adulte, comment articuler leur domiciliation dans un système de soins qui est sectorisé principalement, voilà, comment penser la sectorisation et donc l'accueil à l'hôpital de ces jeunes-là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils relèveraient de prise en charge généraliste type intersecteur de pédopsychiatrie, ou est-ce qu'il faut en mettre en place des filières spécialisées pour accompagner les jeunes, avec des avantages, des inconvénients à chaque organisation de soins. Et puis, comment penser l'intrication très forte entre des enjeux psychiques, bien sûr, dont psychotraumatologiques, et puis des enjeux somatiques et addictologiques, qui très souvent sont particulièrement intriqués, un petit peu peut-être comme pour les situations d'exploitation sexuelle dont on discutait juste avant. Donc voilà, on peut penser que la question des frontières, elle est très active dans la clinique des MNA, et y compris la manière dont ils viennent mettre en tension nos dispositifs et parfois générer des mouvements aussi de rigidification ou de protection, du coup, au final, en face. Voilà. Au niveau de la terminologie, les jeunes qu'on appelle mineurs non accompagnés, donc ce sont des mineurs de moins de 18 ans sur le territoire français, qui sont réputés non accompagnés de leur mère, de leur père, ni d'un adulte mandaté pour les représenter. C'est comme ça que le législateur qualifie la situation des MNA. Et puis donc qui sont considérés par l'ensemble des droits internationaux comme des mineurs en danger. Donc qui doivent relever de la protection d'enfance. Il y a eu un changement de terminologie entre 2016 et actuellement, pour passer d'une terminologie où on parlait de mineurs isolés étrangers à mineurs non accompagnés, pour mettre la focale sur la question de la minorité et pas la question de l'étranger. En tout cas, c'était ça l'esprit du législateur. Et donc pour rappeler que ces jeunes relèvent d'abord de la protection d'enfance avant que d'être considérés comme des étrangers. Ça, c'est les pédiatres qui nous le disent très bien, de dire c'est rigolo quand même quand il y a des jeunes qui arrivent, des jeunes MNA qui arrivent à l'hôpital, d'emblée on les considère comme des étrangers avec les problématiques qui relèvent de ce registre-là, et pas d'abord comme des enfants ou comme des adolescents. Voilà. Donc il y a... au niveau d'accès au droit, je vais passer assez vite là-dessus, mais globalement, lorsque les jeunes arrivent sur le territoire, ils doivent faire l'objet d'une évaluation qui est à la charge des conseils départementaux, qui est déléguée très souvent à des associations, avec l'idée de devoir répondre assez rapidement à est-ce qu'on a des éléments suffisants pour qualifier leur minorité, ou est-ce qu'on n'a pas d'éléments suffisants pour qualifier leur minorité. Le conseil départemental, à ce moment-là, rend une décision. S'il y a des éléments suffisants pour qualifier leur minorité, alors un juge des enfants se saisit d'une OPP et les enfants sont confiés à la protection de l'enfance. S'il n'y a pas d'éléments suffisants pour qualifier la minorité, alors les jeunes peuvent entrer dans des processus de recours. Et c'est d'ailleurs très souvent dans cette période-là qu'on les rencontre, parce que c'est quand même une période de grande vulnérabilité, notamment socio-administrative, et une période de flou au niveau des institutions, qui complexifie en tout cas les accompagnements, quels qu'ils soient, dont soignants. Alors, je trouve que c'est intéressant de parler aussi en introduction de la typologie des mineurs non accompagnés, pour se dire, quand on dit MNA, on a l'impression de dire une catégorie générale, mais en réalité, on recouvre plusieurs trajectoires et plusieurs situations psychopathologiques qui ne sont pas les mêmes. Il y a plein de trajectoires différentes dans lesquelles peuvent se situer les adolescents et qui ne sont pas toutes soumises à la même catégorisation. Donc, c'est la direction de la population et des migrations qui s'est attachée à essayer d'établir plusieurs typologies de parcours pour rendre compte de la réalité des situations des MNA. La première classification, elle date de 2002, donc elle distingue plusieurs types de situations. Donc le type 1 serait les mineurs exilés, qui viennent de pays touchés par les guerres ou les conflits ethniques, qui parfois fuient les persécutions. Et donc, ce sont très souvent les jeunes qui, d'ailleurs, vont ensuite établir une demande d'asile, une demande de protection auprès de l'OFPRA, donc la situation des mineurs exilés. Deuxième typologie, la situation des mineurs mandatés, donc qui seraient porteurs d'un mandat familial explicite ou implicite d'aller en France pour aider financièrement leur famille. Troisième typologie de parcours, les mineurs qualifiés d'exploités, donc qui sont victimes de traite des êtres humains, dans des réseaux de prostitution, dans des réseaux de vol, dans des réseaux de mendicité ou dans des réseaux de domesticité. Quatrième typologie, les mineurs fugueurs, donc qui sont en fuite d'une institution ou d'une famille vécue comme maltraitante.
Et puis 5e typologie, les mineurs errants qui auraient comme réinvesti l'espace de la rue comme en quelque sorte lieu d'accueil, lieu de domiciliation. Donc cette typologie, elle n'a pas du tout pour viser de dire on voudrait catégoriser de manière univoque les situations des parcours des jeunes, mais c'est plutôt d'essayer de se dire que il y a différentes raisons à la migration et que selon la situation des jeunes, on ne va pas se positionner pareil au niveau de l'accompagnement éducatif. Ça, c'est une représentation qu'a établie cette même étude en 2 grands axes pour situer un peu les parcours des jeunes. Donc, en abscisse, c'est le fait que les jeunes soient plus ou moins sujets, plus ou moins soumis ou plus ou moins agents du parcours migratoire, avec par exemple les mineurs mandatés qui sont plutôt soumis en quelque sorte au parcours migratoire, qui n'est pas de leur propre initiative. Voilà. Et puis en ordonnée, c'est la formulation ou non d'une demande de protection institutionnelle. Donc avec tout en haut là, les mineurs exilés, donc qui vont très spontanément demander une demande de protection institutionnelle au pays d'accueil. Et puis tout en bas là, ce seraient les mineurs exploités qui de toute façon n'ont pas l'opportunité de demander une demande de protection institutionnelle parce que très souvent ils sont déjà eux-mêmes pris dans des réseaux qui prétendent en tout cas organiser les choses et puis dans lesquels très souvent ils sont sous emprise. Donc parfois ils n'accèdent pas aux institutions classiques, quoi. La typologie de 2012, elle reprend ces catégories initiales et puis elle les complexifie un petit peu, avec l'évolution aussi des situations clinico-sociopolitiques, on va dire, avec des figures des figures initiales qui se modifient un petit peu, avec le mineur exilé qui revêt une figure plus sociétale que politique, avec des jeunes qui fuient davantage les motifs socioculturels tels que le mariage forcé, l'excision, l'extorsion de fonds, les accusations de sorcellerie, les conflits fonciers ou affaires d'héritage, parfois sujets à rapt et assassinat, et donc qui vont là aussi demander une protection subsidiaire au pays d'accueil. Le deuxième type, du mineur mandaté, il s'étoffe un petit peu du côté de la figure du travailleur, de l'étudiant, de l'initié, avec un étayage parfois plus important du groupe d'appartenance ou de la communauté d'origine qui se remanie aussi, y compris dans le pays d'accueil. Le mineur exploité revêt une figure plus féminine, avec une exploitation qui est souvent très organisée depuis le pays de départ jusqu'au pays d'accueil. Donc, typiquement sur Lyon, par exemple, on a un gros réseau qui vient d'Angola, avec un réseau de traite des êtres humains qui est quand même très structuré. La figure du mineur fugueur, le mineur errant, et puis donc la typologie de 2012 ajoute deux catégories de parcours. La figure du mineur rejoignant, donc qui serait l'envoyé, le confié, le successeur, avec comme motivation souvent de rejoindre ou de retrouver un parent ou une famille élargie, de quelqu'un qui aurait déjà lui-même initié un parcours migratoire pour arriver dans le pays d'accueil. Et puis la 7e typologie, ce serait le mineur aspirant, donc qui serait une figure plus contemporaine, avec l'idée d'une quête initiatique personnelle ou d'une recherche de réalisation qui serait davantage possible dans un autre pays que dans son propre pays de départ, avec des potentialités d'études, etc., et donc d'existence qui seraient supplémentaires. Donc voilà, donc c'est pour dire, voilà, on peut dessiner comme ça des figures un peu archétypales de trajectoire migratoire, mais c'est surtout l'idée de se dire, c'est pas du tout les mêmes, selon la typologie de parcours dans lesquels on va rencontrer les jeunes, on va pas du tout pouvoir mettre en place le même accompagnement, il n'y a pas la même demande qui va nous être formulée, et puis il n'y a pas non plus, par exemple, la même charge traumatique ou le même mandat implicite sous-jacent, notamment dans ce qui continue à se jouer ou pas au niveau familial. Hop, je passe là-dessus. Alors ensuite, en ce qui concerne leur état de santé, une des études les plus récentes ou les plus systématiques par rapport à l'état de santé des jeunes MNA, c'est ce travail de Médecins sans frontières et du COMED qui a été réalisé en 2021. Qui s'appelle La santé mentale des mineurs non accompagnés, effet des ruptures de la violence et d'exclusion, qui lui met en évidence, et on va en discuter après, bien sûr l'idée d'une majoration des pathologies psychiques préexistantes, et puis aussi l'apparition de nouveaux troubles. Alors eux, ils parlent dans ce rapport-là de 50% de jeunes atteints de troubles réactionnels à la précarité. On va voir ce qu'on peut en dire après de ce que seraient ces troubles réactionnels à la précarité. 37% de jeunes avec un syndrome de stress post-traumatique, puis 12% de jeunes qui présenteraient des troubles dépressifs.
Un autre texte important relatif à l'état de santé des MNA, c'est l'avis du Haut Conseil de santé publique en 2019, donc qui publie un avis sur la santé des MNA, faisant état donc bien sûr d'un état de vulnérabilité accru, en lien avec les conditions de vie précaires du pays de départ, avec l'éloignement culturel et familial, et notamment avec le fait que quand il y a un parent qui porte une continuité de préoccupation sanitaire pour un enfant, par exemple par un carnet de santé ou autre, il y a quand même une histoire des démarches sanitaires qui est portée, ce qui n'est pas le cas pour les MNA. Donc c'est des jeunes qui arrivent un peu sans cette histoire-là, en tout cas portée par un autre. Ça précarise évidemment la continuité de soins qui peut leur être apportés. Donc état de vulnérabilité aussi en lien avec des événements traumatisants, donc en tout cas un potentiel traumatogène. Vulnérabilité aussi en lien avec les surveillances sanitaires faibles de leur pays d'origine. Mais l'avis du Haut Conseil de santé publique dit d'emblée, attention, il y a quelque chose de paradoxal, ce sont des jeunes qui très souvent ne vont pas formuler une demande de soins ou manifester un besoin de soins au moment où ils arrivent, et présenter, en tout cas en apparence, un aspect pseudo-rassurant au premier contact. Et c'est le cas, très souvent les jeunes, ils ne formulent pas du tout, ils ne s'estiment d'ailleurs pas dignes en quelque sorte de demander de l'aide. Voilà, il y a plein de freins en tout cas à la demande de soins chez les jeunes MNA. Mais voilà, avec en tout cas un contraste sur le fait qu'objectivement, le bilan de santé, lui, peut mettre en évidence très souvent un état nutritionnel déficient, des pathologies favorisées par la pauvreté, comme des maladies de peau ou de dents, des infections chroniques, un défaut d'accès aux soins très global, type immunité vaccinale, et puis parfois des jeunes qui présentent des troubles musculo-squelettiques d'origine traumatique qui n'ont pas été pris en charge, et avec parfois des phénomènes d'arthrose, d'arthrite très précoces chez les adolescents. Une attention particulière évidemment à la santé sexuelle des jeunes filles, on va en reparler un petit peu après. Et puis l'avis du Haut Conseil de santé publique dit d'emblée, bien sûr, les troubles les plus fréquents, donc la charge, on va dire, psychotraumatogène n'est pas perceptible, mais elle peut être présente, voire très présente chez les jeunes MNA. Au niveau de la clinique psychotraumatique des MNA, en tout cas dans les événements traumatogènes qu'on peut mettre en évidence, ils sont assez évidents, mais souvent c'est des jeunes qui présentent des événements traumatogènes pré-migratoires. Parfois même c'est ça qui origine le trajet migratoire, avec souvent en tout cas parfois des violences intrafamiliales, parfois des situations de persécution ou de coercition. Des situations traumatogènes per-migratoires, avec des routes migratoires qui souvent sont très dangereuses et puis sont sujettes à beaucoup, typiquement la Libye, quand il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par la Libye, c'est des situations extrêmement violentes, où les adolescents racontent que ils se faisaient tous un peu tuer un par un, et puis il y avait quelque chose d'aléatoire dans le fait de savoir si c'était le voisin ou soi-même qui allait se faire tuer ce jour-là. Des choses quand même extrêmement anxiogènes. Beaucoup de pertes de proches ou de personnes qui ont initié le parcours migratoire avec eux, notamment dans la Méditerranée, mais pas que. Voilà. Et puis du coup des adversités également post-migratoires, sans parler bien sûr de trauma à proprement parler, mais d'adversité post-migratoire, c'est-à-dire y compris une fois arrivé sur la terre d'asile escomptée, c'est pas la terre d'asile escomptée, c'est-à-dire que les difficultés ne s'arrêtent pas à ce moment-là, avec tout un ensemble d'adversités, y compris dans le pays d'accueil. Au niveau violence sexuelle plus spécifiquement, c'est aussi des situations évidemment qui sont très à risque. Il y a un rapport d'un sociologue, Guillaume Coron, qui est très bien fait de l'ECPAT en 2022, qui discute la question des systèmes d'exploitation sexuelle des mineurs en région parisienne, en distinguant différentes typologies, non pas que psychopathologiques, mais vraiment sociologiques de situations, dont évidemment l'overlap de exploitation sexuelle des mineurs et MNA. Donc par exemple sur la métropole de Lyon, la plupart des garçons, en tout cas la plupart des garçons qu'on connaît en situation d'exploitation sexuelle, ils sont par ailleurs MNA. Je dis pas tous les garçons, mais la plupart quand même des garçons. Et donc le rapport de Guillaume Coron, il met en évidence les réseaux de traite des êtres humains, et notamment par la route de la Méditerranée centrale, avec des conditions de précarité et une emprise des toxiques qui est organisée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est structuré comme faisant partie des outils de la vulnérabilisation de l'autre, permettant les systèmes de maintien en situation d'exploitation.
Il y a une autre étude qui est parue plus récemment et qui montre que 26% des jeunes femmes qui en demande d'asile ont subi une agression sexuelle sur le territoire français au cours de l'année précédente. C'est pour dire, même quand les personnes sont arrivées dans le pays d'accueil, il y a encore des situations de vulnérabilité très importantes, avec un quart des jeunes femmes en France, une fois qu'elles sont arrivées, qui sont de nouveau victimes de violences sexuelles, avec comme facteur de risque principal, avec un autre ratio quand même important, bien sûr, la victimisation sexuelle antérieure, qui est un très gros facteur de risque pour toutes les situations de violence sexuelle, et puis comme autre facteur de risque très important, l'absence d'hébergement. Ça peut paraître évident, mais le fait évidemment de ne pas avoir d'hébergement sécurisant est une situation de vulnérabilité extrême, notamment en situation de violence sexuelle. Et puis, dernier point, la situation de mutilation génitale, la question des mutilations génitales féminines, avec actuellement 200 millions de petites filles ou d'adolescentes qui sont sujettes à des mutilations génitales féminines. La très grande majorité avant 5 ans, avec des zones de prévalence tout à fait différentes. Nous, c'est les médecins légistes qui accompagnent beaucoup, et les gynécologues du côté reconstruction, mais qui accompagnent beaucoup ces situations-là. Et il y a des pays où la prévalence, elle est de 90 à 95% encore actuellement. Ce sont des situations qui parfois réactivent des cicatrices en quelque sorte traumatiques massives au moment d'autres événements de vie, comme des grossesses ou des accouchements par exemple. Bon, la kiné du psychotraumatisme, on va pas la reprendre bien sûr, je passe assez vite là-dessus. Bon, ça c'est simplement pour se dire, c'est des auteurs qui ont modélisé que lorsque on se situe dans des situations d'activation répétée des réponses au stress, mais je ne vais rien vous apprendre là, de manière extrêmement schématique. On a d'un certain côté le survival brain, c'est-à-dire une modalité de réaction ou d'interrelation aux autres avec des réactions, y compris neurophysiologiques, qui vont être plus orientées vers la vigilance, l'anticipation, la prévention ou la protection de menaces éventuelles. Et puis d'un autre côté, quand on est sécurisé ou extrait des situations avec une charge traumatique massive ou des réactivations en tout cas de stress permanent, on va pouvoir développer plutôt ce que les auteurs appellent un learning brain, c'est-à-dire un système qui favorise davantage l'ouverture, l'exploration, la découverte de l'environnement. Ça c'est pour dire, évidemment, quand les jeunes ils sont encore soumis à des situations de stress massives, ils sont moins disponibles par exemple aux apprentissages. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des retards de développement ou des troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire que quand ils sont en situation de stress répété, ils ne sont pas tout de suite extrêmement disponibles à l'investissement scolaire ou aux apprentissages, bien que justement dans la situation des MNA, au contraire, ils ont très souvent une appétence énorme à pouvoir reprendre l'école. Mais il faut, nous, qu'on a en arrière-plan ça pour pouvoir aussi soutenir une reprise de l'école de manière relativement aménagée. Très souvent, ils sont dans des classes UPE2A, mais parfois, c'est pas le cas parce que ça n'est pas possible. Bon, il faut qu'on puisse accompagner aussi les équipes pédagogiques à tenir compte des vulnérabilités encore importantes en lien avec les situations de stress répétées. Bon, ça, je vais passer là-dessus. Au niveau chez les MNA, une des comorbidités qu'on retrouve très souvent, c'est une comorbidité addictologique, avec de manière générale, indépendamment de la situation des MNA, mais 24 à 30% des adolescents qui présentent un trouble de stress post-traumatique, qui présentent également une comorbidité à un trouble de l'usage des substances. Avec très vraisemblablement une fonction redissociante de la consommation des substances. Et puis à l'inverse, chez les adolescents qui présentent un trouble de l'usage des substances, une surreprésentation d'événements adverses dans l'enfance et une surreprésentation de troubles de stress post-traumatique à proprement parler. Donc, bien sûr, nous, quand on travaille dans le rejet du psychotraumatisme, on se fait l'hypothèse que ce sont des stratégies de coping tentées par les adolescents, aussi à viser de justement faire face à la charge émotionnelle massive qui souvent est réactivée par plein de situations qu'ils rencontrent, et avec une tentative justement de pouvoir s'en extraire un petit peu ou la supporter, mais qu'à moyen terme, ce sont des stratégies de coping qui sont dysfonctionnelles, notamment pour les situations d'emprise des toxiques et pas que.
Du côté de la clinique des troubles réactionnels à la précarité, je vous mets cette situation de Jean Furtos, qui est un des Lyonnais qui a beaucoup développé la clinique de vulnérabilité sociale et santé mentale sur Lyon, qui dit nous avons pu repérer une triple perte de confiance en l'autre, perte de confiance en l'autre qui reconnaît l'existence, perte de confiance en l'autre, perte de confiance en soi-même et en sa dignité d'exister, et perte de confiance en l'avenir qui devient menaçant, catastrophique ou même qui disparaît. Ça, c'est pour parler des pertes de confiance un peu épistémiques qu'on peut retrouver de manière générale chez les jeunes qui parfois présentent des symptomatologies de trauma complexe, et en particulier chez les MNA. C'est très souvent cet arrière-plan épistémique qui est présent dans la clinique des MNA avec une perte de confiance de manière générale, et du coup un difficile réinvestissement d'un lien y compris d'un lien soignant. Du côté de la clinique de ces troubles réactionnels à la précarité, bien sûr, les conséquences du statut précaire peuvent tout à fait participer, en tout cas, de situations de délinquance ou de situations de vol, de l'intégration dans des réseaux de prostitution ou là aussi d'emprise des toxiques, et puis de situations d'effondrement psychique ou en tout cas de perte de confiance ou de perte d'espoir dans la suite ou dans la potentialité d'une prise en charge qui puisse aider. Dans les enjeux, pour le coup, plus cliniques ou plus de psychopathologiques, un des enjeux qui est à la fois très intéressant et très complexe avec les jeunes MNA, c'est toutes les situations de diagnostic différentiel. Avec cet article de Boisiz et Wyme en 2013, qui essaye de justement décrire, ou en tout cas s'intéresser aux situations de misdiagnostic, avec cette définition de catégorie fallacie ou d'erreur catégorielle, qui serait l'application à un groupe culturel de critères diagnostiques définis au sein d'un autre, et dont la validité transculturelle n'a pas été établie, avec le risque d'erreur diagnostique que cela représente. C'est toute la question de est-ce que les critères diagnostiques mis en place dans une population donnée sont transposables à une autre population pour laquelle ils n'ont pas été établis. Et puis Benadiba utilise ce terme de misdiagnostic pour parler principalement de la situation des patients migrants qui, en situation transculturelle et maîtrisant pour certains moins la langue du pays d'accueil, se retrouvent aussi, donc ne traduisent pas forcément de la même manière leur symptomatologie interne, et puis se retrouvent face à des psychiatres occidentaux qui ont des algorithmes de pensée de psychiatres occidentaux, avec parfois du coup des situations de misdiagnostic, avec en tout cas la très grande difficulté que nous on retrouve en tout cas dans les pratiques, à différencier un état de stress post-traumatique d'une dépression mélancoliforme de l'adolescent africain ou de troubles psychotiques. On a très souvent en fait des symptomatologies qui overlap, on va dire, ces trois champs nosographiques, et une approche au final qui se veut plus dimensionnelle que catégorielle, puisque très souvent on se trompe. Enfin, moi je me suis déjà vraiment trompée dans les deux sens. Voilà. Donc sur ces aspects de diagnostic différentiel, il y a des auteurs qui ont mis en évidence des formes inhabituelles de dépression chez les migrants, et notamment chez les jeunes d'Afrique noire, avec des états délirants aigus, confusionnels ou d'agitation, qui peuvent orienter faussement vers un trouble psychotique, ou une dépression et des signes psychotiques, voire une schizophrénie. De la même manière, il y a des états de stress post-traumatique qui peuvent être atypiques pour un psychiatre occidental, avec des phénomènes dissociatifs massifs, on va dire, ou très au premier plan de la clinique, ou des phénomènes hallucinatoires, là aussi très au premier plan de la clinique, qu'on retrouve plus fréquemment dans les syndromes post-traumatiques des patients migrants comparativement aux patients, on va dire, occidentaux, et qui peuvent faire évoquer à tort un trouble psychotique. Et puis, on a également un certain patient atteint de troubles psychotiques qui peuvent également souffrir d'états de stress post-traumatique ou de troubles dépressifs, avec, ça pour le coup, je pense que c'est pas spécifique aux patients migrants, mais une relation dose-effet entre le nombre d'événements traumatiques et le risque de symptômes psychotiques. Donc en fait, ces symptomatologies, bien sûr, elles peuvent s'intriquer, mais parfois on peut, en tout cas nous c'est plutôt dans ce sens-là souvent qu'on se trompe, aller d'emblée vers des troubles psychotiques, alors qu'en fait on est plutôt sur des registres post-traumatiques ou dépressogènes.
Bon, ça c'est pour dire, hein, évidemment que les nosographies, au sens de comment on découpe le réel à un moment donné de la manière la plus congruente possible, comportent une partie culturelle, hein, et notamment comment nous, on va parler de diagnostic avec les personnes. Parfois, avec les jeunes migrants, c'est difficile si on ne s'intéresse pas à leur propre réalité ou à leur propre découpage du réel. Il y a cet article de Louis Sass, qui est psychiatre et qui est socio-anthropologue, qui avait travaillé chez les Indiens mexicains et qui disait qui expliquait que pour cette population-là, la manière de découper les bonnes ou les mauvaises maladies, elle relevait pas tant, avec l'idée que les bonnes maladies ne se caractérisent pas tant par leur pénibilité ou leur capacité à être soignées, mais que par l'absence de facteurs surnaturels et magiques dans leur cause et leur traitement, qui se caractérise également généralement par une douleur physique spécifique. Et donc ces maladies qualifiées de naturelles, en quelque sorte, elles sont adressées aux médecins. À l'inverse, les mauvaises maladies impliquent, elles, une sorte de malédiction, de sort, de sortilège, avec des forces surnaturelles mises en jeu par un humain ou un sorcier dans l'intention de nuire, elles peuvent également résulter de conflits sociaux. Donc ces maladies, réputées de cause surnaturelle, elles sont adressées aux guérisseurs. Donc, dans les situations de jeunes qu'on rencontre, hein, très souvent, on a, en tout cas, quand les jeunes peuvent en parler, hein, parfois ils ont l'idée que, typiquement, j'avais la situation d'un adolescent qui, toutes les personnes qu'il avait investies ou aimées, à un moment donné, étaient décédées au cours du parcours migratoire. Donc lui était persuadé, par exemple, d'être maudit ou de faire l'objet d'une malédiction. Et il avait une symptomatologie traumatique liée à ces pertes-là, et puis une symptomatologie de deuil qui était extrêmement douloureuse pour lui, et puis même avec un vécu de malédiction qui probablement, dont il était probablement porteur, puisque statistiquement, à chaque fois qu'il s'attachait à quelqu'un, cette personne mourait. Donc en fait, ces représentations aussi, en tout cas symboliques, sous-jacentes, dans lesquelles sont pris les jeunes, elles sont pour partie nécessaires à accueillir, en tout cas, pour qu'on puisse aussi, en tout cas, se rencontrer avec une terminologie, enfin non pas forcément une terminologie commune, mais en tout cas un objet de douleur dont eux sont porteurs, qui parfois n'est pas exprimé de la même manière terminologique que nos nosographies. Alors voilà, une des questions probablement centrales, hein, sur laquelle nous interrogent les jeunes, nous amène en tout cas à penser les jeunes MENA, c'est la distinction possible ou non entre la question du cure et la question du care. Ce que des auteurs appellent l'éthique du care, c'est tout type d'activité qui inclut un type d'activité qui inclut tout ce que nous faisons pour maintenir et réparer notre monde, de sorte à ce que nous puissions y vivre aussi bien que possible. C'est l'idée de se dire comment prendre en compte en tout cas la situation des MNA, sans en tout cas avoir en arrière-plan tous les aspects, on va dire, sociopolitiques qui sont afférents à la situation du MNA. Et notamment, si on veut parler de soins spécifiques dans le trauma, toutes les thérapies finalement qu'on va mettre en place dans le trauma, on essaye de que le passé reste dans le passé et que les adolescents puissent se réarrimer à un présent plus sécurisant, on va dire, mais que si les insécurités, elles sont encore extrêmement actives au moment où on rencontre les jeunes, en tout cas, ça va venir mettre en difficulté, évidemment, un soin qui va être focalisé sur les événements traumatogènes du passé. Et donc, nécessairement, il faut que la question du présent, elle soit suffisamment accueillante, secourable ou articulée avec un avenir possible. Donc, c'est évident que quand bien même les jeunes présentent des symptomatologies post-traumatiques, si par ailleurs les insécurités primaires sont encore complètement massives, il va être difficile de déployer un soin très focalisé, en tout cas, sur le trauma. Donc évidemment que la question du devenir psychique, elle est très indissociable des contingences socio-administratives, et notamment de la sécurité sur le territoire ou de la satisfaction des besoins primaires. C'est vrai pour toutes les personnes, mais c'est en particulier, on va dire, paradigmatique chez les jeunes MNA. Donc, est-ce que c'est la place du psychiatre ou pas de se préoccuper de ça, ou en tout cas de mettre ces objets-là en discussion avec le champ social dans son ensemble? Voilà, en tout cas, il est certain que nous, depuis notre lorgnette de pédopsychiatre, on ne peut pas ne pas se dire que dans les éthiopathogénies des troubles qui perdurent encore actuellement chez les jeunes, il y a cette question évidemment des insécurités primaires. Et c'est un sujet, en tout cas au niveau global, dont il va bien falloir de toute façon qu'on se préoccupe, puisque
l'estimation des situations de migration climatique, donc qui ne sont pas forcément du tout les situations de migration dans des contextes d'exil, etc., mais elles vont se décupler de toute façon dans les années à venir, avec des estimations de l'AFD et de la Banque mondiale de 260 millions de personnes déplacées en 2030 et de 1,2 milliard en 2050. Donc de toute façon, il va falloir qu'on en pense quelque chose ou qu'on y mette au travail quelque chose de la situation des personnes migrantes. On ne va pas pouvoir dire ça va s'arrêter ou ça n'est pas notre problème. Alors, ce qu'on appelle le migrant paradox, c'est que, on l'a dit jusqu'alors, ce sont des jeunes qui présentent des états de vulnérabilité accrus, mais aussi paradoxalement, ou pas paradoxalement, c'est le fait que ce sont des jeunes qui présentent aussi des capacités de résilience ou de croissance post-traumatique, ou quelle que soit la manière dont on l'appelle, mais en tout cas de ces capacités-là qui également sont accrues, avec des adolescents qui présentent de manière extrêmement impressionnante souvent, et on peut être saisi d'admiration en quelque sorte pour la trajectoire de l'adolescent, avec des forces de survie également extrêmement présentes. Avec probablement une notion de fenêtre d'intervention dans les dispositifs qu'on met en place, parce que lorsque les adolescents arrivent sur le territoire, il y a très souvent un moment où il y a quelque chose qui sort aussi d'un état de stress permanent, qui lâche aussi, il lâche aussi beaucoup de choses du côté des mécanismes de défense, et parfois c'est ce moment-là justement où il s'effondre, ou en tout cas des conduites dissociatives dans lesquelles il pouvait être. Et il y a des moments où il s'effondre, et c'est le moment où justement on peut essayer de les rencontrer. Mais il y a des timings qui sont assez précis, quoi. On peut pas, si on se donne rendez-vous dans 6 mois, très souvent ça ne marche pas. Nous, c'est souvent aussi quand ils arrivent à l'hôpital pédiatrique pour d'autres situations de difficultés somatiques ou addictologiques qu'on peut essayer de les rencontrer, avec un enjeu probablement des dispositifs à bas seuil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait 50 000 critères d'accès pour qu'ils arrivent jusqu'à nous, parce que intrinsèquement, c'est de toute façon difficile d'arriver jusqu'aux soins pour ces adolescents-là. Donc ce qu'on appelle les dispositifs à bas seuil, c'est principalement les PASS, sont les dispositifs addictologiques qui eux travaillent de manière générale sur des dispositifs à bas seuil. Probablement que c'est des équipes mobiles pour aller vers les adolescents et pas attendre forcément qu'ils viennent nous rencontrer en consultation et encore moins en consultation spécialisée. Je vais vous donner mon micro. De là d'où je suis, je vous entends pas bien, et je me dis que c'est pas vous, c'est le micro. Merci. Non, c'est moi qui parle très bassement, donc je m'en excuse, je vais essayer de parler plus fort. Donc voilà, cette question des dispositifs à bas seuil, parce que très souvent, ce sont des jeunes qui ont intériorisé le stigma et la non-éligibilité au droit commun. Très souvent, c'est des jeunes qui sont en situation d'insécurité informationnelle, c'est-à-dire nos dispositifs, ils sont quand même très très compliqués. Et du coup, les adolescents, et encore plus les adolescents qui viennent d'ailleurs, ont du mal à se repérer dans tous ces dispositifs-là. Il y a des logiques d'exclusion des indications restreintes. C'est comment on distingue les personnes légitimes ou non à accéder à un soin spécialisé. Voilà. Donc tout l'enjeu des dispositifs soignants à bas seuil est probablement du travail en réseau. C'est-à-dire qu'il faut évidemment qu'on soit une communauté d'acteurs à porter une préoccupation commune auprès des jeunes MNA, et notamment parce que leurs problématiques, elles sont plurielles et elles ne sont pas du tout que pédopsychiatriques. Et bien sûr, sans oublier de tenir compte des enjeux propres à l'adolescence, ça reste des adolescents, avec la question des transformations identitaires, de la dialectique autonomie-dépendance. Il y a quelque chose de très paradoxal, parce que c'est très souvent des jeunes qui ont dû se débrouiller par eux-mêmes, tout seuls, y compris très, très jeunes, et à qui, quand ils réintègrent le système français, par exemple, pour le coup, ils sont extrêmement dépossédés en quelque sorte de leur autonomie, avec énormément de choses qui ne relèvent pas d'eux. Et de l'éducateur qui veut bien payer le ticket de bus, etc. Et ça crée quelque chose de pas si facile que ça pour eux à accepter ou à remanier, en tout cas, dans la question d'un autre secourable qui a été complètement absent pendant longtemps. Et puis là, qui, pour le coup, quand pour le coup, il y a plein d'éducateurs qui arrivent, qui, là aussi, pour le coup, sont des adultes très, très présents, et une autonomie qui relève moins de l'adolescent. Je voulais vous parler un petit peu des travaux de Daniel de Rivoy, qui est chercheur en psychopathologie clinique à l'Université de Bourgogne et qui donc a beaucoup travaillé sur le nouage trauma, migration, identité, notamment par ces 3 articles-là, que moi je trouve intéressants en tout cas pour discuter des enjeux généraux autour de la clinique des MNA.
et il utilise notamment le terme de clinique de la mondialité. Alors il en extrait, on va dire, 6 points de discussion particuliers. Le premier point, on peut tout à fait s'intéresser à la rencontre des MNA comme analyseur de notre rencontre avec tous les autres mineurs. Parce que ce sont des jeunes qui finalement nous amènent à réfléchir sur les notions de santé mentale, sur les notions de protection, sur les notions de famille, sur la parentalité, avec parfois des adolescents qui ont une conception très élargie de la parentalité et qui ne nous voient pas tant comme le pédopsychiatre, le psychologue, etc., mais comme des adultes de manière générale censés prendre soin d'eux. Deuxième point, la question de la géohistoire de la rencontre. Ça, c'est pour dire, parfois, c'est moi, par exemple, c'est ce que j'ai vécu, c'est au contact de l'accompagnement des jeunes MNA qu'on prend conscience d'une certaine manière de notre propre histoire coloniale, ou des rapports de domination qui se sont joués de manière implicite, et qui se réactualisent en quelque sorte dans la rencontre clinique. C'est aussi l'idée de parler que quand on parle de crise migratoire, cette symbolique-là, on parle forcément de sentiment d'emblée d'être envahi, avec des mouvements comme ça de crispation qui peuvent se mettre en place assez rapidement. Le paradoxe un peu que quand il y a eu la situation de la crise ukrainienne, là tout de suite il y a eu comme une identification possible à l'autre qui a été très massive, avec plein de systèmes de solidarité et de soutien qui se sont mis en place. Moi, j'avais une collègue qui me disait c'est incroyable, cette adolescente, cette jeune ukrainienne, elle a la même chaussure que ma fille. Elle avait quelque chose du coup d'un sentiment là impérieux de solidarisation et de soutien qui s'est déployé, qui est moins le cas pour d'autres situations de vulnérabilité migratoire ou même de sortie de contexte de guerre. Juste pour vous signifier, il reste une petite minute. Oui. Et après, il y aura l'aller-retour avec la salle. Allez au bout de cette présentation. Troisième point, la question du transfert de parentalité, avec l'idée que souvent ce sont des jeunes qui sont en demande de pouvoir se réaffilier à nous, avec toujours la question chez le professionnel de faut-il se laisser investir alors même qu'on ne va pas se voir beaucoup. On peut penser que pour pouvoir de nouveau se séparer de manière sécure, il faut avoir d'abord pu faire l'expérience de s'investir évidemment de manière sécure, et d'avoir un lien d'attachement on va dire le plus cohérent possible avec un nouvel adulte. La question de la barrière de la langue, avec toujours l'enjeu de dire c'est dans quelle langue qu'on peut se parler. Est-ce que c'est dans la langue du pays d'accueil ou est-ce que c'est dans la langue du pays d'origine, avec parfois des situations où pour les adolescents c'est comme si c'était trop chaud en quelque sorte de reparler des événements traumatogènes dans leur pays, dans leur langue maternelle, et qui préfèrent pouvoir en parler dans une autre langue. Ou pas. Voilà. Et puis la tiercilisation avec l'interprète, qui crée quelque chose de très singulier finalement à la rencontre clinique. La question des tâches primaires dépassées, l'idée que ce sont toujours des jeunes qui viennent nous interroger un petit peu au-delà de ce pourquoi nous sommes payés. C'est-à-dire, est-ce que je compte pour toi au-delà du fait que tu es pédopsychiatre, ce qui est probablement le cas pour plein d'adolescents, mais que ces jeunes-là viennent aussi nous réinterroger là-dessus. Et puis la question de la vision uniquement psychopathologisante, de se dire on pense d'emblée vulnérabilité, psychotrauma, etc. Quand on rencontre les jeunes MNA, c'est aussi des jeunes qui ont des ressources ou en tout cas des forces de vie qui sont aussi particulièrement remarquables. Merci, docteur. Merci beaucoup. C'est très riche. Merci, docteur Pauline Espy. C'est juste pour tenir le temps et laisser le temps aussi, justement, à cet aller-retour avec la salle. Donc, vous pouvez là aussi, évidemment, réagir, poser des questions. Et nous prendrons, 2 questions, parce que ça va être l'heure du déjeuner, même si le sujet est conséquent. Voilà, rapidement, si vous avez en tête une phrase ou 2, une intervention, une question, je vais prendre juste... C'est le moment. Je vais aller trop loin. Tac. Rapidement, est-ce qu'il y a une question ? On vous donne le micro si tel est le cas. Ah oui, pardon, merci. Juste devant, et je vois une autre main levée. Le plus synthétique possible. Je m'en excuse, mais
faut qu'on tienne le cap. Merci beaucoup pour cette présentation. Par rapport, alors nous à Strasbourg, on a accès au MNA filles, mais parce qu'on a des adressages liés à certains établissements, à certaines institutions. Les garçons n'y a pas du tout accès. J'ai l'impression qu'au niveau du territoire national, il y a peut-être une disparité avec certains centres de soins qui voient beaucoup d'MNA, d'autres un petit peu moins. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, cette disparité d'après toi? Cette disparité nationale ? Oui. Parce que je pense que ça relève... J'imagine que chaque territorialité s'est interrogée sur comment on construit les dispositifs des soins pour les MNA. C'est-à-dire, est-ce que ça relève du psychotrauma? Est-ce que ça relève de la pédopsychiatrie? Est-ce que ça relève des filières de précarité? Enfin, moi, en tout cas, sur Lyon, c'est un peu les débats qu'on a eus. J'imagine que c'est aussi le cas sur d'autres territoires. Et puis, il y a aussi des bassins d'arrivée qui sont très différenciés. Il y a des situations de... nous, par exemple, à Lyon, on n'a pas du tout les mêmes routes migratoires que j'imagine à Strasbourg ou que j'imagine à Calais ou que j'imagine à Marseille. Et donc, probablement que ça joue aussi sur le fait que les adolescents arrivent aux soins ou pas, quoi. Merci. On vous invite aussi, évidemment, à poursuivre tous ces échanges sur cette heure du déjeuner qui arrive. On se laisse encore 2 minutes, top chrono. Monsieur qui est au bout de la rangée, merci à vous. Merci en tout cas. Merci. Bonjour, vous parliez de la part de surnaturel dans les maladies vécues. Du coup, je me pose la question sur le traitement du psychotrauma. Est-ce que vous avez des outils ou des liens directement avec la culture ou au pays migratoire pour pouvoir inclure cette dimension culturelle dans le traitement du psychotrauma? Non. Enfin, en tout cas, moi, sur la consultation où je travaille, j'ai une approche très, très généraliste, justement, enfin, qui n'est pas du tout focalisée sur la question du trauma. En tout cas, en première instance. C'est vraiment beaucoup plus de la psychopathologie générale, de la stabilisation émotionnelle, de la restauration au maximum de la question du sommeil, ou à la rigueur sur la question des cauchemars traumatiques. Pour le coup, ça, on peut travailler. Et en fait, les jeunes vont mieux, globalement, quand on prend en charge ça. En fait, moi, je trouve que c'est je pensais que, de toute façon, on ne pourrait rien faire quand on avait des jeunes qui avaient des syndromes psychotraumatiques massifs au premier plan, et que par ailleurs, il y avait des insécurités primaires qui étaient toujours là. En fait, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait l'expérience qu'il y a plein de jeunes MNA sur lesquels, quand on restaure notamment la question du sommeil, ou qu'on prend en compte correctement la question des cauchemars traumatiques, pour le coup, on n'a pas besoin d'être sur des prises en charge très focalisées trauma pour que les adolescents aillent mieux. Enfin, qu'il y a aussi une possibilité, en tout cas, d'intervention par des outils de psychopathologie générale et peut-être quelques outils de trauma spécifiques, notamment sur la question du sommeil et des cauchemars traumatiques, qui font qu'en fait, on y arrive assez bien, beaucoup plus que ce que j'aurais pu penser. Merci. On va devoir partir déjeuner. Merci infiniment.